tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon bilan du Call Winter Challenge. Alors comme ça s'entend très sûrement, j'ai plus beaucoup de voix, néanmoins je profite quand même de cette accalmie, donc accalmie parce que oui là en fait ça va mieux, pour vous filmer cette vidéo histoire de pas prendre trop de retard dans ce que j'avais envie de vous tourner. Je suis vraiment désolée en tout cas si c'est un peu gênant pour l'écoute. Alors rentrons dans le vif du sujet, je suis plutôt contente de mon bilan. Alors par rapport au livre que je vous ai présenté dans ma page, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse, j'ai lu la moitié, donc 3 sur 6. Donc c'est vrai que comme ça on pourrait se dire que c'est pas super cool, mais j'en ai rajouté pas mal, enfin d'autres livres au cours de ce challenge. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous présenter et globalement ça a été de très bonnes lectures. Je commence avec le premier livre, donc celui-ci faisait bien partie de ma palle. Il s'agit du premier tome de La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publié chez Gallimard. Alors celui-ci je crois que le 1er décembre je l'ai pris, je l'ai commencé, j'étais vraiment au taquet, j'avais super hâte de enfin le découvrir. Et ben j'ai adoré. Je pense que si j'avais eu le tome 2 dans ma page, j'aurais directement enchaîné tellement j'étais prise dans l'histoire, ce qui m'arrive pourtant assez peu. J'ai aimé découvrir cet univers que j'ai trouvé hyper original, hyper bien construit, et j'ai beaucoup aimé y suivre Ophélie, qui est cette héroïne totalement atypique parce qu'elle n'est pas parfaite, elle n'a pas tous les critères de beauté, de badassitude qu'on récupère généralement dans les bouquins. Là elle est plutôt maladroite, elle éternue souvent, elle est souvent malade et elle se trimballe tout le temps avec une énorme écharpe, et c'est pour ça que j'ai adoré ce personnage qui est vraiment top parce que on s'y identifie vraiment facilement et que voilà, pour une fois ça change et c'est très agréable. C'est un livre que j'avais déjà commencé je crois au moment de sa sortie il y a 3-4 ans et j'avais pas adhéré, j'avais pas accroché, je l'avais arrêté parce que je trouvais que c'était trop lent. Et là c'est pas du tout quelque chose que j'ai ressenti à ma deuxième lecture. Alors je sais pas, peut-être que j'étais pas dans la bonne humeur la dernière fois, mais là ça m'a pas gêné, au contraire le fait qu'on soit pas non plus envahi tout le temps d'action, c'est plutôt un point positif je trouve. Voilà, toujours est-il que du coup j'ajoute mon avis dithyrambique à tous les avis dithyrambiques que j'ai déjà lus à propos de cette saga, et j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite je vous parle de deux petits livres qui eux aussi étaient présents dans ma palle. Il s'agit d'un safari arctique de Jörn Rill publié aux éditions 10-18 et d'un curé d'enfer, donc même auteur et même maison d'édition. Alors je vous avais déjà parlé je crois de La Vierge froide qui était le premier tome de cette saga des racontars arctiques. Donc là on a le tome 2 et le tome 4. Alors c'est pas bien important si on les lit pas dans l'ordre puisqu'en fait c'est des petites nouvelles. Et enfin grosso modo si on n'en lit pas un c'est pas bien grave, en tout cas ça m'a pas dérangé de pas avoir lu le tome 3. Il y a des petites références parfois à des nouvelles qui avaient lieu dans des tomes précédents. Mais voilà, on comprend très bien même si on n'a pas lu ces tomes en question. Alors j'ai beaucoup aimé, encore une fois, j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome, donc en fait on va suivre des chasseurs danois pour la plupart qui sont partis pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans sur les côtes est du Groenland, donc pendant ce qu'on appelle les hivernages. Et ils vont y passer leur hiver et parfois beaucoup d'hiver, plus ou moins seuls, en tout cas uniquement entre hommes dans ces conditions difficiles avec le froid, la solitude, le fait d'avoir pas de soleil pendant un bon bout de temps, et on se rend bien compte que ça va un peu les conduire à nous raconter et à vivre des histoires complètement absurdes, bizarres, étranges, un peu liées justement à cette condition hors norme dans laquelle ils sont. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est plein d'humour, un humour très absurde, très ironique, un peu noir parfois, et il y a des nouvelles qui sont absolument excellentes. L'histoire par exemple de ce chasseur qui communique avec son chien grâce à la queue du chien, et puis un jour la queue du chien il se retrouve à l'arracher dans des conditions un petit peu particulières. Et bah c'est la catastrophe parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer et ils n'arrivent plus à philosopher ensemble. Il y a beaucoup de philosophie dans ces histoires. Et du coup il faut qu'ils trouvent absolument un nouveau moyen parce qu'ils dépérissent tous les deux de ne plus pouvoir parler ensemble durant ces longues soirées d'hiver. Voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit. Assez bizarre, assez étrange. En tout cas moi j'adore, je pense qu'on aime ou on n'aime pas ce genre d'humour et d'ambiance, mais en tout cas ça le fait très bien avec moi. J'ai un peu moins aimé celui-là, les nouvelles je les ai trouvées de moins bonne qualité par rapport à celui-là ou au premier tome où je les ai trouvées plus drôles et plus absurdes, mais ça reste une bonne petite saga qui vous fait passer un bon petit moment de détente, et pas de doute que j'en lirai d'autres si jamais il passe entre mes mains.
On passe ensuite au livre que j'ai rajouté dans ma palle et le premier, il s'agit de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, publié aux éditions Folio. Alors c'est un auteur que je voulais absolument découvrir, on me l'a conseillé et conseillé plein de fois, on m'a toujours dit que j'allais adorer et du coup c'est vrai que je me suis dit que c'était enfin l'occasion de le lire puisque j'ai trouvé d'occasion je crois en décembre et je l'ai directement rajouté à ce challenge. C'est Dans les forêts de Sibérie qui me tentait le plus. Et en fait j'ai un avis un peu mitigé, je sais pas trop ce que j'ai envie de garder de ce livre. Donc en fait l'auteur va nous parler de son aventure d'aller vivre pendant 6 mois dans une petite cabane, dans une isba en bois au bord du lac Baïkal, donc de février à juillet si je dis pas de bêtises, non mais je crois que c'est ça. Et il va nous livrer un petit peu son journal intime, c'est organisé en mois, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là par exemple on a mars. Et après à chaque fois, chaque jour, 1er mars, on a des petits textes qui soit résument un peu sa journée, soit ses pensées, soit il décrit ce qu'il a pu voir. Et en fait j'ai beaucoup aimé justement ces moments où il nous décrit l'environnement, il parle de la nature. J'ai trouvé ça extrêmement beau et il y a beaucoup de passages qui sont surlignés dans mon livre parce que j'étais là, enfin pour moi c'était presque de la poésie en prose tellement c'était beau, tellement ça mettait en valeur cette nature qui l'environnait. Et il va aussi nous parler des gens qu'il rencontre, de pensée un peu plus de réflexion qu'il peut avoir. Et j'ai moins aimé ces passages, pas que ce soit pas intéressant, mais j'ai pas vraiment aimé le ton qu'il employait. J'ai trouvé que c'était un peu pompeux, présomptueux, on n'avait pas l'impression qu'il acceptait d'autres avis. Alors c'est un avis personnel, c'est comme ça que je l'ai ressenti, après je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était assez centré sur lui-même et sa façon de penser qui était la bonne en fait. Et c'est ce qui m'a dérangée, parce que quand bien même c'est quand même, ça relève de l'intime puisque c'est vraiment ce que lui il écrit pour lui, je pense quand même que c'était prévu que ce soit publié et du coup il y aurait peut-être pu y avoir un petit peu plus de nuances dans la façon dont il parlait. Et en fait vu que j'adhérais pas trop, toute cette écriture que je trouvais si belle quand il nous parlait de nature, je trouvais qu'il y avait un côté très pompeux, un peu alambiqué dans sa plume qui m'ennuyait beaucoup, qui me dérangeait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je lisais hyper lentement parce que enfin voilà, j'adhérais pas du tout. Et ce qui m'a un peu embêtée aussi sur la fin, plus encore, c'est qu'il commence à, on arrive vers le printemps-été, donc commence à y avoir un peu plus de passages, notamment de passages touristiques. Il émet des réflexions sur justement les touristes qui je trouve manquaient énormément de bienveillance. Lui il part pendant 6 mois et il estime que c'est cool machin, mais c'est vrai que le touriste qui passe en kayak il le dénigre un peu et j'ai trouvé que c'était un peu violent et que voilà, comme je disais, ça manquait de bienveillance. Et quand bien même c'est son journal intime, vu que tu le publies, je pense que ça peut être top d'y mettre un peu plus de forme. Et c'est pour ça que mon avis est plutôt mitigé, je sais pas trop ce que j'ai envie de garder de ce livre. Et en fait en conclusion je pourrais dire que j'ai aimé découvrir l'environnement et l'aventure, mais j'ai pas tant aimé découvrir l'homme qu'il y avait derrière. J'ai ensuite lu Cœur de loup de Catherine Rundle, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, donc publié chez Gallimard. Donc dans ce livre, qui est un livre jeunesse, je pense pour 11-12 ans si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était ça, on va suivre Féodora, donc une jeune fille qui vit avec sa mère en plein cœur des forêts de Sibérie, pour rester dans le thème du précédent. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles rendent à la vie sauvage les loups qui ont pu être domestiqués par les nobles de Russie. Et qui, vu qu'un loup c'est clairement pas fait pour être domestiqué, au bout d'un moment il y a souvent des problèmes et ils se débarrassent de ces loups. Le problème étant derrière de que faire de ces loups, donc Féodora et sa mère s'occupent de les rendre à cette vie sauvage, de les réensauvager, je sais pas si on peut utiliser ce mot. Sauf que c'est pas une activité qui plaît à tout le monde et notamment pas à un général. Je crois qu'il est général mais je suis pas sûre, je me rappelle même plus de son nom en fait. On va l'appeler le général. Lui il est pas super d'accord avec ça et lui ce qu'il voudrait c'est que elle tue tous les loups qui leur sont ramenés. Sauf que évidemment Féodora et sa mère sont pas vraiment d'accord avec ça, ce qui va leur attirer pas mal d'ennuis et conduire Féodora à partir pour essayer de sauver sa mère qui a été enlevée par ce fameux général et se protéger en même temps les loups. Alors, c'est un petit livre que j'ai beaucoup aimé, notamment pour ses personnages. Féodora, j'ai adoré ce personnage.
Elle est hyper courageuse, pleine de bon sens, elle court avec les loups, elle aime la nature, elle aime la solitude, en même temps elle reste quand même très sensible et elle va rencontrer notamment un autre petit garçon, je crois qu'il s'appelle Ilia ou Ila ou Iliane ou quelque chose comme ça, voilà j'ai encore oublié les noms, c'est une catastrophe, j'ai une mémoire de poisson rouge. Bref, elle va rencontrer ce petit garçon qui lui au contraire, être avec les loups, courir dans la nature, tout ça c'est pas tellement son truc. Il est moins impulsif, plus réfléchi, mais tout de même il possède énormément de courage parce que malgré tout il va rester avec Féodora et avec ses loups. Et voilà, j'ai aimé ces personnages qui étaient très loin des stéréotypes et qui avaient une évolution qui était très cool. Ils restaient fidèles à eux-mêmes au cours du récit. J'ai trouvé que c'était de bons exemples en fait pour de jeunes lecteurs. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'aspect, comment dire, l'aspect un peu nature on va dire, à la fois le fait de très vite ressentir ce froid glacial de Sibérie, d'être transporté dans la neige et de ressentir ces moments où les tempêtes de neige se déchaînent, avoir l'impression d'être avec nos personnages, et aussi les loups en fait tout simplement, et la relation que Féodora peut avoir avec ses loups, cette relation qui est marquée de respect, puisque le loup n'est pas un animal domestique, comme je l'ai déjà dit, et je trouve aussi que c'est un beau message qui est transmis par l'autrice à un jeune lecteur de l'animal sauvage qui est par définition incontrôlable et sauvage et qui n'a pas à être domestiqué. Ce que j'ai peut-être un peu moins aimé, mais ça c'est parce que je l'ai lu à 23 ans et pas à 11-12 ans, c'est la deuxième fin du livre où on a un peu cet aspect qu'on retrouve souvent en littérature jeunesse de c'est les enfants qui doivent sauver le monde parce que les adultes ils en ont pas conscience et ce genre de choses. Voilà, c'est un peu un truc qui m'agace avec mes yeux d'adulte, mais j'imagine bien que pour un lecteur de 11-12 ans c'est vraiment top. Donc toujours est-il que c'est un livre que je vous conseille, surtout qu'il est parsemé de très jolies illustrations et qui peut se lire quand même à tout âge. Ensuite je vais plus rapidement revenir sur quelques albums que j'ai pu lire et qui parlaient de l'hiver. Je vais pas tous vous les présenter, je vous invite à aller voir un article que j'avais fait sur 3 albums à lire l'hiver que je vais pas vous présenter dans cette vidéo parce que je les ai plus avec moi et que du coup c'est pas très intéressant pour vous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo vers la chronique écrite. En attendant je vais vous parler de Fox Garden de Camille Garoche, publié aux éditions Soleil dans leur sublime collection Métamorphose. Alors ce petit livre c'est l'histoire du renard que l'on voit ici, qui se déplace dans la neige et qui cherche à se réfugier quelque part, sauf qu'il n'est pas très bien accepté. Et la petite particularité de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de texte et qu'il est entièrement construit avec du papier. Donc je vais vous montrer un petit peu parce que c'est extrêmement beau. Je vais essayer de vous montrer uniquement le début parce que c'est très court et donc ça vous révélerait très vite la fin de l'histoire si je vous montre des pages un peu plus loin. Donc voilà, on a des choses qui sont vraiment très jolies. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à la fin, on a l'atelier de Camille Garoche qui nous montre un petit peu comment elle a construit cette histoire et comment elle a travaillé avec le papier. J'ai trouvé ça très intéressant voilà, de découvrir un peu l'envers du décor. L'histoire est vraiment très jolie, visuellement comme vous avez pu le voir, c'est magnifique. En tout cas c'est une grande réussite pour ce petit album. Ensuite je vous présente Presque toute la vérité sur les lutins de Clotilde Delacroix, publié aux éditions Seuil Jeunesse. Alors ça c'est mon petit coup de cœur inattendu à la fin du mois de janvier. Donc dans ce livre on va, comme son titre l'indique, comprendre un peu qui sont les lutins, comment ils sont devenus lutins. Je vais vous montrer ça, ça sera plus clair que ce que je vais essayer de vous expliquer. Mais en gros on a des chapitres, donc là par exemple on a presque toute la vérité sur la taille des lutins. Puis on a des petites illustrations où on va nous expliquer comment on en est arrivé là. Je vais vous montrer un petit peu. Là par exemple on a toute la vérité sur les oreilles pointues des lutins, toute la vérité sur les chapeaux pointus des lutins, et c'est voilà, parsemé de petites illustrations, de petites anecdotes. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'il y a plein de références à de l'art, à des choses qui sont connues. Et c'est pour ça que c'est un livre qu'on peut vraiment lire à tout âge, qui est hyper drôle, hyper bien fait, plutôt original et qui doit voilà, vraiment plaire à tous. Alors ensuite je vais venir très rapidement sur les 2 derniers albums. Le premier il s'agit de Tout un monde sous la neige de Kate Messner et Christopher Silas Neal aux éditions Grund. Donc là on va suivre une petite fille et son papa qui partent skier et on va découvrir ce qui se passe avec tous les animaux de la forêt pendant l'hiver, qu'est-ce qui se passe sous la neige. Qu'est-ce qui se passe sous la neige
et comment ces animaux survivent à l'hiver. C'est un livre qui est assez explicatif, d'autant plus qu'à la fin on a une petite note de l'auteur et on a des petites explications sur tous les animaux qu'on a pu croiser au cours du texte et sur ce qui se passe effectivement pendant l'hiver. C'est un très très bel album avec des illustrations, comme j'ai pu vous en montrer quelques-unes, qui sont très jolies et que j'ai vraiment bien aimées. Et le dernier donc, que je voulais vous présenter, il s'agit du Pingouin qui avait froid de Philippe Giordano aux éditions Milan. Et là c'est l'histoire de Milo, un petit pingouin qui a froid et qui un matin ne veut pas sauter dans l'océan comme tous les autres. Donc là on a tous les pingouins qui s'apprêtent à sauter depuis la banquise, voilà. Et Milo, je vais essayer de vous montrer parce que l'album est très grand et pas du tout pratique à manipuler. Et Milo lui, il reste là tout seul et il ne veut pas sauter parce qu'il a trop froid, jusqu'au moment où il croise une baleine. Et cette baleine va lui proposer de l'emmener avec elle parcourir les mers du sud et faire ce long voyage. Donc Milo va accepter et il va rencontrer plein d'autres personnages, plein de choses, plein de lieux. Le gros point positif de ce livre, je trouve, c'est son format et ses illustrations qui sont vraiment très très belles et que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc voilà pour le bilan de ce Cold Winter Challenge. En tout cas c'est un challenge que j'ai beaucoup aimé, même si au final je l'ai plutôt fait au cours du mois de décembre. J'ai lu je crois un seul livre plus quelques albums au mois de janvier, mais ça a été une bonne expérience et j'ai adoré assortir mes lectures à cet hiver, le froid, la neige, tout ça. Je trouvais que c'était vraiment très très chouette et donc pas de doute que je le ferai encore l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait aussi, si vous avez lu pas mal de livres, les belles découvertes que vous avez pu faire. Et quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.